Bienvenue à tous sur Digitalna, votre rendez-vous numérique avec Gen42, présenté par moi-même, Samer Belnik. Aujourd'hui, on va parler de SEO et de stratégie SEO. Comment faire pour se classer sur les moteurs de recherche? Donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour référencer votre site web sur les moteurs de recherche ou bien comment établir la stratégie pour pouvoir le faire. Donc, on va voir comment choisir sa stratégie en premier. Ensuite, comment faire une recherche de mots-clés, comment satisfaire la recherche des clients, comment faire de l'optimisation sur les pages, comment faire du référencement technique et finalement, comment faire de la construction de liens ou du link building. Premièrement, comment faire une stratégie SEO? Il faut d'abord savoir comment établir une stratégie en général. On commence toujours par définir quel est notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre but pour notre entreprise ou quelle que soit l'entité dans laquelle vous vous représentez. Donc, une fois qu'on a défini cet objectif, par exemple, je veux avoir plus de clients, on veut augmenter le revenu, etc. L'objectif devrait être SMART, c'est-à-dire qu'il devrait être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, R, relevant, donc pertinent, et T pour timely. Une fois qu'on a déterminé notre objectif business ou commercial, on le transforme en objectif marketing, puis en objectif SEO. On va définir qui sont les personnes à qui on s'adresse, comment faire pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent sur les moteurs de recherche, et capter une partie de ces recherches et les transformer en trafic vers notre site web pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on a défini. Parce que c'est du SEO, c'est du référencement pour les moteurs de recherche. On cherche à influencer comment les gens vont se comporter une fois qu'ils ont fait leur recherche ou espérer capter une partie de leur trafic. Voici les méthodes de référencement qu'on peut utiliser. On peut se classer sur des mots-clés qui ont un très faible volume de recherche, mais qui sont des mots-clés de niche, des niches très profondes, mais qui ont du coup un taux de conversion très élevé. C'est très facile de se classer sur ces mots-clés-là, mais du coup, on n'en aura pas beaucoup. Deuxième, on a aussi des mots-clés qui ont un moyen volume de recherche mensuel, mais qui vont avoir un moyen trafic vers le site et un peu moins de conversion. Et ensuite, des mots-clés très vastes avec énormément de volume de recherche, mais qui n'ont pas beaucoup de trafic de conversion. Voici ce que le référencement peut faire. Il peut influencer comment la marque ou les produits ou les services qu'on vend sont perçus par les gens qui font chercher une fois qu'ils ont fait leur recherche. On peut maîtriser comment on va apparaître sur ces moteurs de recherche. Mais ce qu'on ne peut pas faire avec le SEO, c'est créer de la demande et augmenter un volume de recherche ou bien avoir plus de notoriété, ce genre de choses qui sont faites par d'autres moyens, par exemple le marketing sur les réseaux sociaux ou le branding en général. Voilà. Et le chemin classique du coup pour le référencement naturel, c'est un chemin qui ressemble un peu à ça. De 0 à 6 mois, on peut se référencer sur ces mots-clés niche dont on a parlé tout à l'heure et du coup commencer à se référencer sur des mots-clés qui n'ont pas une difficulté très élevée, donc qui ont une difficulté super faible. Ensuite, de 6 à 12 mois, on peut se référencer sur les mots-clés en général qui ont un moyen volume de recherche. Et finalement, de 12 à 18 mois, ou plus, dépendant le secteur d'activité, on peut aller sur des mots-clés qui sont très vastes et qui ont un énorme volume de recherche et qui sont très concurrentiels. Deuxièmement, on passe à la partie recherche de mots-clés. Comment faire cette recherche de mots-clés et à quoi elle sert? Ça nous sert à comprendre quel est le paysage de la demande de recherche qui existe aujourd'hui. Comment est-ce que les gens sont en train de chercher les produits ou services que nous sommes en train de vendre ou les idées qu'on propose, dépendant de ce que vous faites. Puis, on va faire une liste de ces termes et voir si elles correspondent à ce qu'on a sur notre site. Une fois qu'on a cette liste, on va commencer à créer une priorité sur quel mot-clé on va commencer à travailler et ensuite lequel. Une fois qu'on a ça, on va faire correspondre donc les mots-clés aux pages sur notre site pour savoir quelle page optimiser pour quel mot-clé, de quelle manière. Et finalement, comprendre les différentes variétés de résultats de recherche. Donc on peut avoir des résultats de recherche avec les liens bleus classiques ou bien avec des images en plus ou de la vidéo en plus ou les answer box, donc les boîtes à questions ou toutes sortes de résultats de recherche qui existent aujourd'hui et comment faire pour se classer là-bas. Un phénomène très intéressant se produit depuis plusieurs années qui est la grande différenciation entre les résultats de recherche mobile et desktop. Il faut savoir que sur mobile, la majorité des recherches n'atterrissent pas sur un clic. C'est-à-dire que les gens vont chercher une réponse et en général, ils lisent juste ce qu'il y a dans la description ou bien dans la answer box et ils partent. Il y a très peu de clics vers les sites web. En fait, il n'y a que
39% de clics qui vont aller sur le site web, à peu près 8% qui vont cliquer sur de la publicité et plus de 60% où il n'y a aucun clic. Contrairement au desktop où nous avons une tendance qui est plus classique et qui ramène beaucoup plus de trafic vers les sites web. Nous aurons un peu moins de 6% de clics sur la publicité, plus de 65% de clics sur les résultats de recherche et uniquement 30-34% de résultats avec aucun clic. Une fois que nous avons trouvé les mots-clés qui nous intéressent en utilisant plusieurs outils comme keyword.io ou bien en utilisant les outils payants comme moz.com, Ahrefs ou SEMrush ou Majestic SEO. Donc, avec ces outils-là, on peut construire notre portefeuille de mots-clés et par la suite établir un genre de tableau décisionnel où on aura les mots-clés d'abord, les pages sur notre site qui correspondent à ces mots-clés, le volume de recherche qui existe sur le mobile, le volume de recherche qui existe sur le desktop, le CTR, c'est-à-dire le click-through rate, combien de fois la recherche est apparue et combien de fois il y a eu des clics dessus. Donc c'est le taux de clic. La difficulté à ranker par rapport à ce mot-clé-là, ça dépend du type de concurrence que vous allez avoir et du volume de recherche et plein d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des publicité sur ces mots-clés-là et à quel prix ils sont, plus c'est élevé, plus ça veut dire que ça convertit, plus le mot-clé est intéressant, mais plus la difficulté est élevée en général. Puis, quel est le type de priorité par rapport à notre business? Est-ce que ça a une grande valeur pour notre business ou pas? Là, c'est complètement subjectif, c'est vous qui allez décider. Donc, vous pouvez donner un score de 1 à 10. Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous allez, entre la difficulté et l'opportunity business, décider de quelle sera la priorité. Donc vous allez ensuite les classer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la fin. Et vous avez du coup votre priorité pour savoir sur quel mot-clé il va falloir commencer à travailler. Il y a aussi une dernière colonne que je rajouterai, c'est le type de résultat de recherche que vous allez avoir. Alors on appelle ça en anglais un SERP, Search Engine Result Page, donc Search Engine Result Page, page de résultats des moteurs de recherche, donc ce qui s'affiche une fois que vous avez fait votre recherche. Donc on va avoir des résultats classiques, donc qu'on va appeler O pour organique, P pour payant, I pour image, V pour vidéo, M pour map, etc. Donc vous pouvez mettre tous les types qui existent et lister ça. Cette information est très utile pour savoir comment ensuite paramétrer votre page pour espérer se classer dans ce type de recherche. Si dans les recherches il y a énormément d'images, dans le résultat de recherche il y a énormément d'images, vous allez rajouter des images. Si c'est des vidéos, vous mettez des vidéos. Si c'est une answer box avec des pointillés, vous devez avoir des pointillés dans le premier paragraphe. Si c'est des tirés, pareil. Si c'est une liste numérée, pareil, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc, c'est à ça que ça sert. Maintenant, on passe à la troisième partie qui est Searcher Satisfaction ou comment satisfaire les gens qui font des recherches. Basiquement, c'est OK, on connaît les mots-clés, on connaît tout ça. Maintenant, quand la personne va cliquer sur notre lien, qu'est-ce qu'elle va trouver sur notre site? Est-ce que cette personne va être satisfaite par ce qu'elle va voir sur le site? Les critères les plus importants vont être le temps de chargement du site. Si le site se charge en moins de 3 secondes, et de préférence moins de 2 secondes, la majorité des internautes vont partir très très vite de votre site. Si le site n'est pas responsif et il ne s'adapte pas bien à toutes les tailles d'écran, même chose. Donc ça, c'est des choses qui ne sont même pas subjectives, c'est est-ce que vous donnez une bonne expérience de navigation aux internautes sur votre site. Une fois qu'on a passé ces détails qui sont très très importants mais qui sont techniques, on va passer à la partie subjective. Je fais une recherche pour savoir, quels sont les meilleurs endroits à visiter en Italie. Voilà, c'est ça ma recherche. Meilleur endroit à visiter en Italie. Si je suis quelqu'un qui a une agence de voyage qui vend entre autres des voyages pour l'Italie, des visites guidées, des choses comme ça, j'ai besoin que dès que la personne rentre sur le site, qu'elle sache qu'elle est sur le bon endroit qui va lui donner la bonne réponse. Ça va commencer par mon titre, et le même titre qui va apparaître dans les résultats de recherche. Et je mettrai quelque chose comme les meilleures destinations en Italie par style, budget et période de l'année. Et là, du coup, j'ai répondu d'un seul coup à tous les besoins de plusieurs niches. Parce que je sais que les gens ne voyagent pas tous au même moment, ils n'ont pas tous le même type de budget, et ils ne voyagent pas tous pour les mêmes objectifs. Donc, une fois qu'on a ça, je rajouterai sur mon site une belle image qui représente l'Italie, une carte de l'Italie, des endroits très connus en Italie que je mettrai là-bas. Enfin bref, vous pouvez utiliser votre imagination, mais ça doit parler Italie. Ensuite, je vais commencer par une liste en disant, voilà ma promesse pour vous. Voici les meilleurs endroits à visiter en Italie pour, et là je vais citer les différents styles, vu que la période de l'année, etc., je pourrais le mettre après, pour les gens qui aiment la mode,
parce que l'Italie, la mode, Gucci, Gabbana, etc., Dolce Gabbana et tout ça, je ne suis pas très bon sur la mode, désolé. Pour les foodies, les gens qui adorent la nourriture, che bene, les pastas et la pizza. Les gens qui aiment l'histoire, l'Italie c'est juste extraordinaire en termes d'histoire. Les gens qui aiment les musées et visiter les choses qui ont un rapport avec la culture. Et bien sûr, les gens qui aiment sortir la nuit pour aller vers les boîtes de nuit, etc. Si je suis aux États-Unis, je vais mettre un truc pour les hipsters qui aiment découvrir les endroits que personne ne connaît encore. Par la suite, j'aurai peut-être un genre de tableau qui va justement me donner période de l'année et budget, et je vais classer ces endroits par là et les gens pourront filtrer en utilisant des boutons. Ça va faciliter la recherche en une seule page pour énormément de différents personas, les personas qu'on a vus dans la vidéo qui s'affiche ici, et ça va donner un très très bon résultat qui répond à tout le monde, enfin la majorité des personnes. Avec une page comme ça, vous êtes certain d'avoir bien répondu à la satisfaction des internautes qui viennent sur votre site. Et ce que vous voulez faire sur tous les types de recherches, sur toutes vos pages. C'est difficile, ça prend du temps, mais c'est ce qu'il faut si vous voulez vraiment bien vous classer sur les moteurs de recherche. Bien sûr, très important, ne donnez aucune raison aux internautes de cliquer sur le bouton « Revenir ». Si Google détecte, et Google le détecte toujours, que quelqu'un est venu sur votre site et reparti, sans aller plus loin, c'est un signal négatif qui va faire au fur et à mesure que ça se produit que vous allez être déclassé et surclassé par le lien que les gens ont cliqué et sur lequel ils sont restés pour cette recherche. Maintenant, on passe à la partie optimisation des pages. Donc, comment optimiser sa page pour les mots-clés sur lesquels on s'est décidé. Donc, il faudrait que ces mots-clés-là, ou le sujet qu'on a choisi, se retrouvent dans notre titre. Donc, le titre, ce qui va s'afficher en bleu sur les moteurs de recherche, et ce qui s'affiche sur l'onglet de notre navigateur tout en haut. Ensuite, on a ce qu'on appelle le H1, qui est l'idée générale du site. Ça peut être la même chose que le titre, ça peut être une variation de ce titre, et ça va être en général un truc sur lequel on utilise le tag H1. Très important, il faut toujours avoir un H1 et ne jamais avoir plus d'un H1. Il n'y a qu'une idée générale pour un site web. Ensuite, on a les H2 qui sont les idées secondaires. Donc là, on en a plusieurs, il n'y a pas de souci. Les H3, pareil, H4 jusqu'à 6. Donc H1, H2, c'est important, les autres, pas tellement. Ensuite, on va avoir nos mots-clés qui vont se retrouver dans le corps du sujet du site, donc dans le cœur du site, dans le texte en général, avec différentes variations associées à différents types de mots-clés. Bien sûr, avec le titre, on a aussi l'URL qu'on a. La structure de l'URL est très importante. Donc, on va avoir www.votresite.com par exemple, / le titre de votre article. Et avec ça, vous allez devoir mettre dans le titre de l'article la même chose que le titre, mais avec des tirets, sans majuscules et accents, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit lisible et éviter les points d'interrogation, pourcentage, XWZ, un URL qui ne soit pas lisible par les humains. Donc ça, c'est très important à avoir. Et bien sûr, finalement, la chose que tout le monde oublie, c'est les alt textes. Donc les alt textes, c'est la description des images et les titres des images. Chaque image que vous avez sur votre site web doit avoir son alt texte et bien sûr vos mots-clés doivent se retrouver là-bas. C'est parce que Google ne peut pas voir les images et il va savoir ce que c'est que l'image grâce à cette description. S'il n'y a pas de description, il prendra le nom du fichier et en général, le nom du fichier, c'est n'importe quoi, c'est pas lisible. Donc, best practice, c'est d'avoir le nom du fichier qui soit la même chose que votre alt texte, avoir un titre pour l'image et une description pour l'image qui soit bien exhaustive. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi les captions. Donc des fois, quand vous allez mettre votre pointeur de souris sur une image, vous allez avoir une bulle qui apparaît, c'est ça les captions. Donc ça, c'est super pratique pour les gens, pour aider les personnes qui ont des problèmes de vue par exemple. Dernière note, votre blog devrait toujours être sous le même domaine que votre site. Ne mettez pas blog.votresite.com, mettez votresite.com/blog, donc un sous-dossier et non pas un sous-domaine. Un sous-domaine pour Google est un autre site complètement et du coup, il n'aura aucun impact sur le référencement du site complet. On passe maintenant au 5e, au référencement technique. Comment faire techniquement pour référencer votre site web? Première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est que chaque page est unique et a une valeur unique. Pourquoi on dit ça? On ne doit pas avoir de contenu dupliqué sur notre site, avoir deux titres qui se ressemblent, deux contenus qui se ressemblent dans notre site, c'est quelque chose que Google déteste. Alors c'est pire si vous copiez quelque chose dans notre site sans citer la référence, donc du coup ça c'est vous risquez d'être banni, déclassé complètement et ne plus être référencé sur Google. Et la valeur unique en fait c'est que vous êtes en train d'adresser un besoin de recherche par page. Chacune de vos pages doit répondre à un besoin de recherche unique. Pas forcément un seul mot-clé, mais un seul besoin de recherche. Par exemple, météo Alger, quel temps il fait à Alger, ce genre de choses
c'est différentes recherches, mais on veut savoir la même chose. Meilleurs endroits à visiter en Italie, bon plan en Italie, tourisme en Italie. Tout ça, c'est la même intention de recherche. Je veux aller voyager en Italie et je cherche des informations. Deuxième chose super importante, c'est que vos pages doivent être accessibles aux robots de Google, qu'on appelle les crawlers. Donc, il ne faut pas que votre site bloque Google. S'il bloque Google, Google ne sait pas ce qu'il y a sur votre site et du coup, vous n'êtes pas référencé. C'est très simple. Il y a plusieurs choses qui peuvent bloquer un crawler. Ça peut être des paramètres sur votre serveur, ça peut être la structure avec laquelle votre site est fait. Si vous utilisez des langages très récents qui ne génèrent pas d'HTML ou qui ne changent pas d'URL quand vous allez sur notre page, ça va bloquer les moteurs de recherche. Ils vont lire que ce qu'ils vont trouver la première fois. Les pop-up, c'est horrible. Arrêtez d'utiliser les pop-up, surtout les pop-up qui bloquent toute la page. Ça, c'est l'un des trucs qui fait que Google ne peut pas accéder par la suite au site, parce qu'il se comporte comme un être humain qui irait sur un site web. Un autre truc qui est important, c'est ce qu'on appelle le contenu fin ou bien le contenu pauvre. C'est une page qui ne contient pas beaucoup de texte. Google ne sait lire que le texte, rappelez-vous. Et si vous avez une page qui n'a pas beaucoup de contenu, genre une ou deux phrases maximum, c'est pas très bon. Avant d'utiliser un ratio entre texte et code, c'est plus vraiment d'actualité, mais essayez d'avoir toujours une bonne quantité de contenu sur votre page. Alors, le contenu dupliqué, on en a déjà parlé, c'est mauvais, mais il y a aussi ce qu'on appelle les pièges à crawler. Donc là, ça peut être par exemple comme les boucles infinies. Vous avez deux pages avec sur cette page un seul lien qui dirige vers cette page, et cette page aussi, il y a un seul lien qui dirige vers la première page. Et du coup, Google scanne, trouve le lien, il saute vers la deuxième page, il trouve le lien, il revient vers celle-là et il continue à faire ça en boucle. Ça fait perdre du temps, de la ressource et de l'argent à Google, et du coup, vous serez bloqué complètement de Google. Et bien sûr, si vous avez des pages importantes, assurez-vous qu'il y ait une bonne quantité de liens qui pointent vers cette page depuis les autres pages de votre site. C'est l'équivalent d'avoir un magasin qui se trouve dans une allée sans issue. Il y a très très peu de chances que les gens vont venir dans cette allée, alors que si vous êtes sur la grande rue où tout le monde navigue, c'est beaucoup plus facile de vous trouver avec un bon signe bien grand. Donc c'est ça l'équivalent sur un site web, avoir plein de liens qui dirigent vers toutes les pages. Si vous utilisez les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, Moz, Ahrefs, SEMrush ou Majestic, ils détectent ces problèmes, tous ceux dont j'ai parlé et bien d'autres, et vous donnent comment les corriger. C'est très pratique, bien que ça coûte cher, mais si vous voulez investir sur votre SEO, je vous le conseille vraiment. Et bien sûr, les pages doivent être optimisées pour s'afficher clairement sur n'importe quel type d'écran, que ce soit des mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des télés. Si c'est un écran qui existe, essayez d'optimiser votre site pour, bien sûr, commencer par ce qui est le plus utilisé, smartphone. Ensuite, ça va être le desktop, et par la suite, ou laptop ou desktop, ensuite vous allez aller sur ce que les gens utilisent un peu moins, donc les tablettes, ensuite les télés, etc. Et bien sûr, utilisez l'HTTPS et sécurisez votre site. S'il n'y a pas de certificat SSL sur votre site, c'est un certificat qui est gratuit que vous pouvez avoir avec votre hébergeur normalement. Sinon, il y a plein de solutions gratuites qui existent sur Internet. Mettez-le en place et vous aurez un site web sécurisé. S'il n'y a pas d'HTTPS, Chrome, qui est le navigateur le plus répandu sur la planète, va dire aux gens que ce site est dangereux car il n'est pas sécurisé. Il faut cliquer sur un bouton en savoir plus pour pouvoir y accéder par la suite. Et du coup, vous perdez 90% du trafic qui normalement vient vers votre site. On finit par la partie link building qui est, sans exagération, la partie la plus importante pour augmenter votre référencement. Alors, quand Google est arrivé, comment se classer? C'était par plusieurs méthodes qui n'étaient pas forcément très pertinentes. Google a introduit le concept de pertinence, et la pertinence, elle a défini par comment est-ce qu'on peut faire confiance au contenu qu'il y a sur ce site et est-ce qu'il est pertinent par rapport à ce sujet. Ils ont établi que c'était par recommandation. Donc, comme dans la vie, si on recommande quelqu'un, si beaucoup de personnes recommandent quelqu'un ou quelque chose, on fait confiance à ça. Et plus cette personne est proche de nous ou a une grande autorité par rapport à ce sujet, plus on va lui faire confiance. Même chose pour Google, sauf que ces recommandations, ce sont des liens. Si j'ai un site qui pointe vers le vôtre, je suis en train de recommander aux gens d'aller visiter votre site pour en savoir plus sur ce sujet particulier. Donc, si c'est un site qui a un très très haut potentiel de réputation et de trafic et d'ancienneté, etc. sur ce sujet, plus le signal qu'il va envoyer sera puissant pour Google par rapport à ce sujet sur votre page sur laquelle il pointe. Donc, vous voulez avoir plein de liens qui pointent vers vous et ce qu'on appelle des liens de qualité. Qu'est-ce qu'un lien de qualité? C'est un lien qui a dans le contenu de la page qui pointe vers vous, vers votre page, qui est une relation directe entre les deux sujets.
que ce lien vienne d'un site de bonne réputation. Dans le domaine du SEO, on utilise un score qui va nous déterminer à quel point un lien a beaucoup de poids ou pas. C'est l'autorité du domaine et l'autorité de la page. Sachant que l'autorité du domaine, c'est la moyenne de toutes les autorités de toutes les pages qui existent sur ce domaine. Donc, si c'est un domaine tout nouveau, il aura un score de 1. Si c'est un domaine type google.com ou YouTube ou Facebook, on aura du 99-100. Pour vous donner une idée. En Algérie, l'un des domaines les plus puissants reste whatkniss.com qui tourne autour de entre 30 et 40, je ne me rappelle plus exactement, jamais vu au-delà de 36 en Algérie, je pense que c'était Whatkniss. Et ça fluctue tout le temps bien sûr. Donc, si Whatkniss pointe vers mon site et que c'est pertinent, je vais avoir énormément de potentiel SEO qui viendra de la part de Whatkniss. Si c'est un site qui a été créé hier et qui pointe vers mon site, le poids que ça représente sera vraiment minime. Si c'est le New York Times qui pointe vers mon site, là, on est au top de ce qui peut être donné comme type de lien. Il faut savoir que les liens des réseaux sociaux ne valent absolument rien du tout, même si leur score est super élevé, parce qu'il y a des tags dessus qui sont nofollow et no-index. Donc, nofollow, ça veut dire on dit à Google ne suis pas ce lien ne vaut rien en termes de SEO, et no-index, ça veut dire n'indexe pas ce qu'il y a dans cette page. Donc, les liens des réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas vraiment quand on parle de SEO. C'est bien pour avoir du trafic, mais pas plus. Sachant que le trafic est un signal secondaire qui va nous aider à avoir un bon score en SEO. Si plus une page reçoit de trafic, plus les gens restent sur cette page, c'est bon pour Google, donc ça fait augmenter notre référencement. Mais en termes de poids de lien, c'est 0 pointé. Donc comment faire pour attirer des liens vers votre site ? C'est un peu de la relation presse et de la relation publique. Il faut demander d'avoir des liens. Si vous créez du bon contenu, en général, des liens vont naturellement être pointés vers vous. Mais comme tout, quand on fait du marketing, attendre que des choses se produisent, c'est beaucoup moins efficace que d'aller provoquer ces choses. Donc on peut utiliser de la pub, on peut utiliser de la relation presse, on peut utiliser toutes les techniques qu'on peut imaginer pour pouvoir justement arriver à avoir des liens. Et sur les outils que j'ai cités encore une fois, il y a des modules qui nous permettent justement de découvrir quels sont les sites qui potentiellement pourraient nous donner des liens. On va nous citer tous les sites qui parlent des mêmes sujets que nous. Si on parle des mêmes sujets, il y a une possibilité. Tous les sites qui pointent vers nos concurrents, et donc on peut voir pourquoi ils ont pointé vers nos concurrents et essayer de reproduire ça. Peut-être que ce sont des annuaires, peut-être que ce sont des sites qui citent des articles dans le domaine sur lequel on travaille. Et ensuite, on va voir tous les sites qui nous ont cités, mais qui ne nous ont pas donné le lien. Là, c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils apprécient déjà ce qu'on fait. Bon, on va mieux aller checker des fois si c'est négatif. Mais si c'est positif, vous les contactez en les remerciant et vous leur demandez de vous donner un lien, si possible de rajouter un lien sur cette citation. Et bien sûr, il y a dernièrement tous les sites qui pointaient vers vous, mais qui ne le font plus. Pourquoi est-ce que ça a changé? Peut-être que la page n'existe plus, peut-être qu'il y a un problème sur la page. Et on peut les contacter pour les aider s'ils n'ont pas découvert qu'il y avait un problème sur la page et essayer de retrouver le lien qu'on a perdu. Pour les autres cas, donc le cas où ce sont des sites qui parlent des mêmes sujets que nous, si on a un type de site qui parle d'un sujet X, nous on a fait un article qui parle de ce sujet X qui pourrait être intéressant pour eux, on peut les contacter en leur disant « Et on adore votre travail, voici un article qui parle de ce sujet, ça pourrait vous intéresser ». Un truc comme ça. Et plus votre contenu est intéressant, plus ce sera facile. Plus vous avez construit des relations avec les propriétaires des sites à qui vous demandez des liens, plus c'est facile d'avoir des liens. Donc c'est vraiment un travail qui demande de la relation entre les personnes et du travail sur la qualité du contenu que vous allez créer. Et voilà, donc vous avez une idée de comment travailler sur le référencement de votre site. Si vous avez des questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui en auraient besoin. Et abonnez-vous pour voir plus de contenu du même style. À bientôt!